Bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons voir ensemble une étude de cas sur les bus Open Tour, donc un site multisite e-commerce multilingue responsive. Donc c'était assez important pour nous de venir présenter ce cas, de venir partager avec vous notre retour d'expérience, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet qui était quand même assez costaud, et donc pouvoir le présenter aujourd'hui auprès de la communauté, c'était pour nous très intéressant. Donc pour me présenter très brièvement, donc je suis Émilie Lebrun, je travaille dans le web depuis un peu plus de 13 ans, principalement dans la création de sites. Donc j'ai fondé l'agence Woodenit il y a 5 ans avec un associé Nandor Vienner, donc principalement activité création de sites depuis 3 ans sur WordPress. On s'est spécialisé sur cette technologie. Mon principal travail aujourd'hui au sein de l'agence, c'est tout ce qui est direction de projet, donc de la conception jusqu'à la mise en ligne, en passant par le management de l'équipe. Et donc je suis la première de l'agence à être tombée amoureuse de WordPress, en premier pour son efficacité et son accessibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on conseille auprès de nos clients au quotidien, on écrit beaucoup sur le sujet, et, notamment un livre blanc que vous avez peut-être vu sur le succès de WordPress. Donc les bus Open Tour, donc pour ceux qui habitent Paris, vous les avez peut-être déjà vus passer, ce sont des grands bus verts à ciel découvert qui transportent les touristes. Donc c'est une société qui a été montée par Paris City Vision, donc le leader français dans le secteur du tourisme, et par la RATP que je n'ai pas besoin de présenter. Donc les bus Open Tour de Paris sont présents notamment à Paris, 4 circuits environ, une cinquantaine d'arrêts, une trentaine de bus, et ils transportent environ 700 000 passagers par an. Et vous pouvez retrouver le même service à Lyon, Nice, Marseille et d'ici quelques semaines New York. Donc le principe des bus Open Tour, vous achetez un ticket, vous rentrez dans le bus à peu près à l'arrêt que vous souhaitez, vous visitez Paris, les différents monuments. Vous pouvez aussi le packager avec une visite du Louvre, une visite pour Disney, une visite pour les croisières en bateau. Donc toute une multitude de services donc, qui vendent notamment en boutique et bien sûr sur leur site internet. Est-ce que les gens peut-être connaissent le bus Open Tour de Paris aujourd'hui dans la salle? Ou un petit peu? D'accord. Donc le site actuel, 24 000 visites par mois sur le mois de décembre. La slide est malheureusement pas à jour. Sur les mois chauds, on est plutôt aux alentours de 60 000. 4 millions de pages vues. 4 sites pour les 4 villes, disponibles en 5 langues. Un site de vente en ligne avec une page unique. Donc ils avaient fait le choix à l'époque d'avoir un seul formulaire qui leur permettait d'accéder à tous les différents produits multivilles. Un plan de ligne en technologie Flash, donc vous pouvez imaginer quelle était la première raison de leur refonte. Et beaucoup de contenu froid, seconde raison de la refonte. Le site actuel était quand même très joli, après c'est subjectif bien sûr, donc une magnifique vue de Paris, et vous voyez que quand même la portion e-commerce est quand même assez transparente sur ce site. On a plutôt l'impression d'être sur un site vitrine, corporate, que sur un site de vente en ligne. Donc première conséquence, problème de positionnement du site, conséquence directe, très peu de ventes. Le site, en fait, pour vous remontrer très brièvement la maquette, en fait vous pouvez voir que donc, vous avez en vue principale la ville de Paris. Il y a un tout petit bouton, tout petit, autre ville à visiter. Vous pouvez accéder aux autres villes. Donc la conséquence, c'est que 95% du trafic était sur Paris. Donc tout ce qui était Lyon, Nice et Marseille avait que des miettes par rapport à Paris. Donc une de leurs premières priorités était bien sûr d'optimiser le SEO pour les différentes villes pour que Paris ne cannibalise pas tout le trafic et toutes les ventes. En termes de best practice e-commerce, donc pour revenir sur le site, pas d'éléments de rassurance, très peu d'aspects e-commerce. Donc vraiment une vente en ligne à peu près de entre 3 et 5% de leur chiffre d'affaires annuel, ce qui est très peu pour un site. Donc quand on nous avait rencontrés, forcément on se pose la question de quelle stratégie on va mettre en place avec eux. On a beaucoup échangé pour qu'est-ce qu'on allait pouvoir leur apporter en premier avant de passer à la solution technique. Donc bien sûr, toutes les questions, les besoins se tournent principalement sur la souplesse, l'évolution, que le site soit bien indexé par les moteurs de recherche, donc visible aussi sur tous les supports mobiles, les tablettes, que ça informe correctement le touriste, donc avant la vente et après la vente, avoir vraiment ce coup-ci un site dédié à chacune des villes, et non pas un site qui cannibalise l'ensemble des visites, moderne, accessible par langue séparément,
et bien évidemment qui transforme, puisque ça reste un site e-commerce. Donc le principe du site, en tout cas pour nous, c'est un site décliné et déclinable à volonté par ville, parce que Bus Open Tour se développe, donc effectivement demain New York, bientôt Pékin, Shanghai, peu importe, et donc il fallait que ce site serve de modèle en fait pour l'ensemble de leurs supports, qui soit bien orienté e-commerce, mais aussi avec un vrai contenu secondaire, parce qu'aujourd'hui le contenu est une des parties les plus importantes, si ce n'est la principale chose la plus importante d'un site. Donc des sites bien distincts en termes d'URL, en termes de contenu, pour pouvoir travailler le SEO de chaque ville. Une charte graphique commune, parce que l'ensemble des villes et l'ensemble des bus ont une charte graphique en commun, mais avec des couleurs et des produits et des contenus différents. Donc je vous laisse un large spectre en fait, du besoin. En termes de contenu et fonctionnalité, on retrouve à peu près des contenus assez classiques, donc tout ce qui est billetterie, donc l'achat en ligne multiproduit, interfacé avec leur outil de gestion de billetterie pour ne plus avoir deux gestions séparées de leur vente. Une carte interactive, cette fois-ci pour pouvoir retrouver les arrêts, quels points touristiques on peut voir à côté de chaque arrêt, pouvoir personnaliser sa carte. Une partie contenu chaud pour avoir un peu de référencement, donc l'actualité, le témoignage. Le contenu froid avec les vidéos, les FAQ, les offres groupes. 7 langues, donc 2 langues de plus qu'au lancement. Et bien sûr visible sur l'ensemble des supports, donc desktop, mobile, tablette et store. Donc là, vous allez me dire, store, qu'est-ce que c'est? Donc store, c'était leur idée d'avoir en boutique une tablette reliée au site internet pour pouvoir faire des ventes en direct dans les boutiques, un peu comme avec les tablettes McDonald's, que vous pouvez acheter directement vos produits. Donc voilà leur idée dans leur grande globalité. Donc là, comme vous pouvez imaginer, c'était difficile. Cerise sur le gâteau, le délai, toujours la meilleure partie, environ 3 mois. Donc là, on s'est dit, bon, là, on va réfléchir, ça nous fait un site par ville, un site par langue, un site par device, avec 4 villes, 7 langues et 4 supports, en 3 mois, faisable. Pas de problème, bien sûr, monsieur, on le signe tout de suite. On est motivé, on y va. Bien sûr, parce que dans notre tête, on avait bien sûr en tête WordPress multisite, couplé avec un WPML, couplé avec un thème responsive. Donc WordPress multisite, pour ceux qui ne connaissent pas, vous permet de gérer en fait une galaxie de sites WordPress à partir d'un premier thème, à partir d'un premier site, et de gérer un petit peu toute une galaxie de sites reliés sur un site master. Donc notamment pour la maintenance, c'est très, très important. WPML, c'est un plugin qui gère toute la traduction des contenus. Vous avez notamment un atelier demain avec Jenny sur le sujet que je vous conseille parce que c'est un plugin très intéressant. Et le responsive, je pense que tout le monde dans la salle sait ce que c'est le responsive, à moins que quelqu'un ait une question sur le sujet, mais je pense que aujourd'hui c'est clair pour tout le monde. Donc convaincre le client de choisir WordPress, le sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc le client était sur une solution SPIP, donc connaissait déjà le principe du CMS et le principe de l'open source. Ouf, on gagne déjà une étape. Donc le site unique sur toutes les villes, la cliente voit en premier son interface utilisateur, et effectivement côté mise à jour, quand on lui a fait voir d'autres choses, ça a été un premier argument. Mais quand même WordPress, les premières questions c'était mais j'en ai entendu parler, mais c'est pour les blogs, non? Il me semble que WordPress c'est pour les blogs. Puis est-ce que c'est vraiment solide? Parce que nous on va faire beaucoup de ventes en ligne, on a quand même 4 millions de pages vues, et sécurisé, parce que la vente en ligne dit sécurisation. Puis e-commerce, ça serait quand même mieux de passer sur un Magento ou un PrestaShop, tant qu'à faire du CMS. Donc il a fallu trouver les bons arguments, et c'est aujourd'hui vraiment la partie la plus intéressante de notre travail, c'est réussir à convaincre le client de pourquoi WordPress est une solution idéale pour eux. Donc les premiers arguments qu'on fait mouche, en premier, le back-office. On leur a fait voir à quoi ressemble le back-office WordPress, à quel point ils allaient pouvoir facilement éditer leur contenu, les mettre à jour, les rendre accessibles, quelles que soient les langues, quelles que soient les villes et quels que soient les supports. Forcément, premier argument qui les intéresse, mais pas encore suffisant. Le principe du multisite. Donc, quand on leur explique qu'on va mettre en place une usine à sites, donc forcément avec les avantages que ça a, donc en termes de création de sites à la chaîne, création de sites à la volée, le principe des plugins, vous avez besoin d'un formulaire, il y a un plugin pour ça, vous avez besoin d'une galerie photo, il y a un plugin pour ça, donc pas besoin de passer à chaque fois par des développements, donc pas besoin de payer cher à chaque fois.
Donc forcément, c'est des petits arguments qui, mis bout à bout, les ont convaincus avec la surcouche du thème. Donc leur expliquer que d'ici 2 ans, s'ils veulent changer leur couleur de bus, comme ça leur arrive à peu près régulièrement, ils pourront juste changer le thème, sans toucher le site, sans toucher le noyau, et sans changer le développement du site. Je prends un petit coup. Ensuite, les arguments sur lesquels nous cherchons vraiment à appuyer aujourd'hui, qui est la force de la communauté. Donc on met l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui utilisent WordPress, qui développent sur WordPress, qui communiquent sur WordPress. Donc c'est un CMS extrêmement soutenu et maintenu. Donc ils ne sont plus obligés de travailler avec nous. Si d'ici une semaine, 2, 6 mois, on ne les convainc pas, demain ils trouvent facilement un autre prestataire. Et ça aujourd'hui, c'est un élément de rassurance pour eux, qu'ils ne soient plus liés à un seul et unique prestataire qui maîtrise une technologie propriétaire. Donc la solution open source qu'ils connaissaient déjà. La rapidité de mise en place, parce que garantir, on va revenir sur le nombre de sites. Un site par ville, un site par langue, un site par device, x4, x7, x4, donc une trentaine de sites environ, en 3 mois, à part WordPress. Pour en plus un budget beaucoup moins élevé que les autres solutions, donc environ entre 5 et 10 fois moins cher qu'une solution Drupal ou qu'une solution similaire sur un autre CMS. Donc, autre argument fort intéressant pour eux. Et le référencement naturel optimisé et simplifié avec l'ensemble des plugins qui existent et les best practices mis en place sur le site. Et donc, le client convaincu, le projet signé, eh ben, nous voilà partis. Et là, on se retrouve avec tous ces contenus à gérer, toutes ces fonctionnalités. On s'est dit, bon, il va falloir bien réfléchir à notre coup parce qu'en 3 mois, on ne peut pas se louper. Et en termes de projet, la gestion de projet, si vous cadrez bien votre projet, c'est bon. Si vous le cadrez mal, en 3 mois, c'est plutôt fatal. Notre Dream Team. Donc, on a constitué notre équipe pour ce type de projet. Je vous ai volontairement passé toute la phase de cadrage avec le directeur conseil, l'analyse des besoins, les recommandations, pour vraiment se concentrer sur la partie technique. Donc, notre équipe, donc chef de projet, assistant chef de projet pour tout ce qui est rédaction des livrables, recettes. Notre DA graphiste, mexicain. Donc pour tout ce qui est partie création des maquettes et déclinaison graphique. Notre intégrateur, donc qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est intégration HTML et CSS. Et notre couple de développeurs. Alors pourquoi 2 développeurs? Au départ, nous n'avions qu'un seul développeur qui se spécialisait sans vraiment se spécialiser. Puisque WordPress aujourd'hui, on peut faire plein de choses, mais il faut aussi savoir à un moment donné se spécialiser. Donc lui, sa connaissance était principalement côté WordPress, côté installation, côté cœur, côté plugin, configuration. Mais il n'avait pas ce côté développement pur qu'ont certains d'entre vous, qui est vraiment le développement pur PHP. Et donc on l'a allié avec un développeur pur pour vraiment faire une dream team entre deux, pour qu'ils puissent travailler ensemble en fait dans la conception des sites. Donc une équipe de 6 personnes. Donc encadrés bien sûr, pas laissés à eux-mêmes, vous pensez bien. Donc ils allaient pouvoir travailler ensemble et qu'on a fait travailler énormément ensemble en réunion. Parce qu'un projet responsive, ça ne se décide pas au moment de l'intégration, ça se décide au moment de la gestion du projet, ça se décide à différentes étapes. Pareil pour le développement des plugins, pareil pour l'installation, tout ce qui est intégration HTML. Il faut bien l'avoir en tête le projet au moment où on fait l'intégration. Donc de nombreuses réunions, de nombreux points pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et là j'attends impatiemment votre retour sur la slide suivante. Pour vous expliquer un petit peu comment on a conçu le site en fait. Donc on a vraiment dédié la plupart du temps sur un site master, donc le site de Paris, en commençant en premier par les développements. Donc ce qui est l'inverse en fait de notre processus au départ de création il y a quelques années, où on commençait par le design, après l'intégration et après le développement. Donc là maintenant que nous sommes passés sur WordPress, on a un petit peu inversé cette façon de travailler, en commençant en premier par le développement, puis par le design, et on finit par l'intégration. Donc on s'est consacré vraiment au site de Paris, puisqu'il allait derrière nous servir, en fait, à faire toutes les déclinaisons du site. Donc 35 jours environ sur Paris, et une quinzaine de jours pour faire donc les 3 sites derrière. Ça a l'air simple, hein, comme ça. Donc le site unique master que nous avons réalisé pour la ville de Paris, donc c'est un thème par an, avec tout ce qui est template de page, tout ce qui est intégration et CSS, tout ce qui est plugin, et tout ce qui est développement spécifique. Donc en fait, on a fait le site master de base, qui est derrière nous servir à faire toutes les déclinaisons. Donc que nous avons mis à l'intérieur d'une galaxie de sites,
Donc vous retrouvez tout le network en fait du WordPress multisite, avec vraiment la ville de Paris, déclinée après grâce à WPML en FR, EN, espagnol, portugais, italien, etc. La version Lyon, qui sera donc une copie de la version Paris. La version Nice, pareil, une copie de la version de Paris. Et la version Marseille, une copie de la version de Paris. Ce qui fait que demain, si je veux rajouter New York, en 3 clics dans mon back-office, j'ai un nouveau site internet. En termes de maintenance, on va également gagner énormément de temps parce que maintenir tous ces sites sur tous les supports, heureusement qu'on peut le centraliser à partir d'un network. Donc pour la visibilité sur tous les supports, donc pour le responsive, on est parti d'un thème Bootstrap. Je pense que tout le monde ici à peu près connaît Bootstrap. Pour après faire un système de thème enfant pour les autres villes en fait, donc Lyon, Nice et Marseille, ce qui fait que dès qu'on a besoin en fait de travailler sur une partie fonctionnelle, on travaille vraiment sur le thème parent. Et après pour tout ce qui est ajustement graphique, on l'a fait sur les sites enfants pour les changements de couleurs, ce genre de petites variations. Donc visible sur desktop, tablette et mobile. Pour la partie e-commerce, on s'est un petit peu y amusé. Pour plugger WooCommerce, donc on a fait le choix depuis le début de travailler avec ce plugin e-commerce. Je pense que tout le monde connaît WooCommerce aussi ici. Donc on a réussi à plugger en fait le WordPress sur leur billetterie, ce qui fait qu'en fait c'est leur billetterie qui nous donne les billets disponibles pour les bus Open Tour, parce qu'il ne fallait pas que la cliente, à chaque fois qu'elle change un nouveau produit ou qu'elle fasse une promotion dans son outil de billetterie qui sert à la vente en boutique et dans les bus, soit obligée à chaque fois de tout recopier à la main en fait. Dans le site internet. Donc on a plugué en fait le WooCommerce avec la billetterie qui récupère l'ensemble des produits, un petit plugin de paiement en ligne avec CIC Payment, une édition d'un ticket électronique que l'utilisateur reçoit par mail et après qui est scannable directement dans le bus. Donc un petit schéma, encore une fois, qui a l'air très facile. Ça a été une des zones de développement pure qu'on a eu besoin de faire pour vraiment pluguer le WooCommerce avec la billetterie Open Tour. Ma partie favorite du site, c'est personnel, c'est la carte interactive. Donc c'était vraiment réussir à donner envie aux touristes qui va venir sur Paris de découvrir la ville, découvrir les arrêts et découvrir quels monuments on peut voir juste à côté de chaque arrêt. Donc pour vous expliquer brièvement, c'est une carte Google Maps sur laquelle on a fait tous les tracés de différentes lignes. Donc là vous pensez bien qu'un développeur s'est bien amusé. Puis on a rentré l'ensemble des points, les points touristiques connus, classés par monuments, classés par magasins, classés par loisirs. Et pour cela, on a utilisé ACF pour créer tous les custom posts. Et on a couplé les deux pour donner cette carte interactive. Donc ce qui fait que maintenant, à chacun des points, par exemple, là sur notre exemple, l'esplanade des Invalides, il calcule automatiquement quel est l'arrêt du bus le plus proche. Juste en dessous, vous pouvez voir aussi qu'il y a toute une partie, je me rapproche un peu, vous pouvez choisir, donc cocher et décocher à volonté ce que vous voulez afficher sur le site, et une localisation de point de départ. En fait, ça vous permet de mettre la situation, par exemple, de votre hôtel, et de savoir par rapport à votre position de départ, quel est l'arrêt le plus proche, quel monument vous pouvez voir, et comment vous y rendre. Juste en dessous, la personnalisation. Donc pour chacun des points et chacun des arrêts, on peut les ajouter ou les supprimer de ses favoris. Par rapport à cette liste, vous pouvez vous l'imprimer, vous l'envoyer par mail ou la partager sur les différents réseaux sociaux. Pour la gestion des contenus froids et des contenus chauds, nos clients aiment bien pouvoir jouer un petit peu, c'est-à-dire pas avoir qu'une mise en page assez classique. Donc on utilise principalement le plugin Content Builder, pour ceux qui connaissent, qui permet de faire un peu des mises en page un peu plus élaborées, notamment pour tout ce qui est gestion des colonnes, en fait, gestion de la vidéo, gestion d'une Google Maps, gestion des visuels. Ça leur permet de faire des mises en page qui restent encadrées, mais un peu plus créatives qu'avec juste l'éditeur WYSIWYG de base de WordPress. On a trouvé intéressant de vous faire une petite liste des plugins que nous avons utilisés. Donc, on utilise des plugins payants et gratuits. Donc, dans les gratuits, Yoast, je pense que tout le monde connaît, WooCommerce, Admin Menu Editor, c'est pour tout ce qui est personnalisation du back-office, ACF, donc il me semble d'ailleurs qu'il y a un atelier aussi demain sur ACF, GeoRedirect, donc ça c'est pour gérer en fonction de la personne, de sa provenance géographique, que ça le redirige vers le bon site, donc dans la bonne langue ou dans la bonne ville. Domain Mapping,
un plugin indispensable dès que vous travaillez avec du multisite, en fait, qui va vous permettre de donner pour chacun des sites dépendants de votre site master une URL spécifique. Dans les plugins payants, WP Rocket, qui est un très bon plugin pour tout ce qui est optimisation des performances et optimisation du cache. Donc Content Builder pour la gestion des contenus, WPML pour la gestion des traductions, et 2 plugins WooCommerce indispensables dès qu'on fait de la billetterie. Donc Booking Plugin pour tout ce qui est gestion de la réservation, et PDF Invoice pour tout ce qui est envoi par mail en fait, de la facture par un autre format que dans le contenu même du mail. Pour ceux qui travaillent avec WooCommerce, c'est un plugin indispensable. Et le résultat, vous allez me dire, parce que là, je vous ai voir que les petits bouts. Donc, le site n'est pas encore en ligne. Donc, vous avez la chance de pouvoir voir une semaine avant tout le monde, puisqu'on lance le site au 1er février, à quoi ressemble le site. Beaucoup plus axé sur le e-commerce. Beaucoup plus axé sur le flat design, bien sûr. Donc, vous allez aussi retrouver cette gestion de la ville avec le petit picto en haut qui vous permet de changer de ville. Maintenant, nous avons travaillé les sites séparément. Ce qui fait qu'en fonction de ce que vous allez taper dans Google et en fonction de ce que votre provenance et votre recherche, vous arriverez directement sur le bon site de la bonne ville, qui sera identifiable par les monuments, etc. La liste des produits, donc classique, et les éléments de rassurance, comme les avantages OpenTour. Donc pourquoi choisir OpenTour et non pas les cartes rouges? Décliné donc sur tablette et mobile, en responsive. Donc on s'est vraiment posé la question au moment de la conception, si on partait sur du thème spécifique ou sur du responsive. Dans la mesure où on conservait 95% des contenus, on a immédiatement orienté notre vue sur le responsive. Maintenant, ce qu'on avait un petit peu mal identifié, on avait quand même l'habitude de faire des petits sites responsives. En termes de e-commerce, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a eu un vrai temps d'apprentissage sur comment traiter l'information sur des supports beaucoup plus petits pour accélérer la vente. Un exemple de fiche produit, donc avec un slider, il me semble que c'est Royal Slider ou Revolution Slider, donc avec une mise en page donc qui peut être gérée par Content Builder, qui permet de mettre en avant des témoignages ou des vidéos au choix selon la cliente. Une partie prix produit, réservation, avec un petit outil de choix par date, de nombre de passes, et on retrouve aussi les éléments de rassurance. La carte interactive, que je vous ai déjà présentée. La page panier, qui est une de mes pages préférées, parce que dans les inquiétudes qu'on pouvait avoir au départ quand on a travaillé avec WooCommerce, c'est de réussir à avoir des pages qui restaient, on va dire, sexy, et notamment les pages paniers. Donc réussir à avoir des pages paniers très efficaces, pour qu'en même pas 3 clics, on ait pu finir son achat. Donc là, non seulement on a réussi à réduire en fait, au maximum avec l'aide de WooCommerce le panier, et ensuite en dessous, on pousse aussi d'autres produits. Si par exemple vous avez acheté un bus OpenTour, vous pouvez en même temps ajouter un pass pour le Louvre, un pass pour Mickey ou en fonction de vos envies. Pardon. Un exemple de page intérieure type. Donc, ce que je vous ai expliqué par rapport au Content Builder. Donc la cliente est contrainte en termes de couleur et en termes de mise en page. Maintenant, elle utilise à sa guise les hauteurs de titres, la disposition des contenus, donc une colonne, 2 colonnes, un tiers, 2 tiers, etc. Nos conclusions. Donc oui, aujourd'hui, WordPress est une solution très solide pour construire des sites complexes, très rapidement, très efficacement, et surtout adaptés à tous les supports. Parce qu'effectivement, quand la cliente nous a demandé la version boutique, c'est pour nous très facile de la mettre en place. Il suffit juste de faire un nouveau thème, un nouveau site qui va dépendre du multisite, qui sera juste appelé avec un thème différent sur son support. Donc WordPress est sans cesse en évolution, et clairement aujourd'hui, les clients ne demandent qu'à investir sur le CMS. C'est autant il y a un an, encore plus il y a 2 ans, mais autant il y a un an, on se disait vraiment les clients ont du mal à adhérer à WordPress, ont du mal à comprendre et à se dire que c'est vraiment un outil efficace et que ce n'est pas juste un outil de blogging. Aujourd'hui, ce sont des arguments qu'on nous entend beaucoup moins qu'auparavant. Maintenant, ce qui est aussi indispensable par rapport à WordPress, c'est de le coupler avec une vraie connaissance métier. Parce que la connaissance technique est bien, mais il faut quand même respecter tout ce qui est les best practices SEO et ergonomie. SEO, Yoast ne fait pas tout, il y a quand même une connaissance métier à avoir. Pareil, la conception de projet,
parce que là, c'est un très bon exemple d'un projet qu'il fallait bien penser au départ pour pouvoir le réaliser en 3 mois. Donc, axé sur l'efficacité, n'hésitez pas à proposer à vos clients des lots, parce qu'ils veulent toujours le site le plus formidable du monde dans les 2 premiers mois. Maintenant, si vous faites des lots, si vous êtes efficace, tout le monde sera moins stressé et le projet se passe beaucoup mieux. Et surtout, la stratégie de contenu, parce que sans le contenu, le site n'est rien. Donc c'est vraiment très important aussi de beaucoup communiquer là-dessus à vos clients, parce qu'effectivement, le client qui achète un site WordPress, notre rôle aussi, c'est de l'accompagner sur tout ce qui est contenu, sur comment on va organiser ce contenu dans ce site WordPress. Et là, je pourrais vous expliquer la taxonomie, etc., mais je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc je vous remercie. C'était ma première conférence, donc c'est pas un exercice facile, mais je pense que tout le monde a remarqué que c'était ma première conférence. Donc si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas. Bonjour à tous. Moi j'ai une petite question pour compléter un peu ce que vous avez présenté, qui est très, très intéressant. Toute la partie, je suis très surprise quand même qu'en 3 mois vous avez réussi à faire tout ça. Et ce qui manquerait presque, c'est, enfin, j'en demande peut-être un peu beaucoup, c'est carrément la partie planning, pour qu'on voit exactement quelle partie consacrée déjà au débriefing, à la partie cahier des charges, la discussion avec le client, pour pouvoir valider tout ça. Après, vous êtes rentré dans sans doute des specs un peu plus techniques. Et puis après, toute la partie développement, je vois par exemple la carte, qui est quand même qui demande un peu de travail. Combien de temps ça a pu prendre? J'avoue que je suis assez curieux pour ce beau projet. Alors, je vais juste reprendre, après je répondrai sur l'ensemble de votre question. Pour déjà l'exemple de la carte, donc mettre en place le système de tracé, ça a pris plus de temps à rentrer tous les points qu'à le développer. Donc ça a l'air très complexe comme ça, mais en fait, c'est la connaissance métier du développeur, mais c'est vraiment mettre en place des tracés dans Google. Donc Google vous le permet aujourd'hui, c'est comme mettre les petits pop-in, c'est comme mettre toutes ces choses-là. Ces choses qui sont d'office prévues dans Google. Donc c'est plus un temps de je rentre toutes les coordonnées, je rentre tous les POI en BO, parce qu'après ACF et le plug des deux, c'était quand même assez facile. Donc de mémoire, sans vous dire de trop de bêtises, je pense qu'en 4 jours, c'était torché. Maintenant, pour l'autre partie, mais c'est vrai que ça a l'air impressionnant, mais après, on a passé énormément de temps. Donc je vous ai épargné tout le temps, effectivement, avant qu'il y ait de cadrage. On a passé, j'ai l'impression, après à vérifier effectivement avec les bons chiffres, mais qu'on a passé beaucoup plus de temps à cadrer avec le client, à vraiment voir avec lui quels étaient précisément ses besoins. On s'est déplacé à Lyon, à Nice, à Marseille, pour voir effectivement quels étaient leurs besoins, comment on allait cadrer tout ça. On a effectivement fait un cahier des charges. On n'a pas fait de spécification technique pour l'instant. On attendait vraiment de finaliser le premier lot, de le mettre en ligne, c'est toujours pareil. Mais voilà, pour vous donner, effectivement, on y a pensé à faire le détail par jour, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à voir vraiment au détail près qui a travaillé sur quoi. Parce que développeur, des fois, il y en avait 2, des fois, il y en avait 1. L'intégrateur, lui, il n'a pas fait en flux tendu que de l'intégration pendant 35 jours. C'est vraiment des chiffres qu'on publiera, je pense, après par la suite avec plus de détails, mais c'était une grande estimation pour surtout expliquer qu'on avait passé plus de temps à faire un site qui après nous permettait de faire une galaxie de sites à l'infini. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, Émilie, je voulais savoir quel était le coût du site. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Je suis assez surprise. Je ne l'ai pas du tout préparée. Effectivement, en France, on n'aime pas trop parler chiffres, que ce soit pour les salaires ou les coûts. Effectivement, pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais vous donner le chiffre exact de cette prestation. Voilà, ça coûte plus cher qu'une voiture, c'est sûr. C'est pas un thème à 50 €, c'est sûr aussi. Une fourchette extrêmement large entre 30 et 60. Donc pour un site WordPress, ça montre aussi que les clients aujourd'hui sont prêts à investir des vrais budgets sur les solutions WordPress et ne pensent pas forcément qu'un site WordPress coûte 1 000 €, voire beaucoup moins pour certains.
Du coup, je vais un peu modifier ma question, c'est à peu près la même question qu'avant. Mais c'est le délai, comment ça a joué sur le prix? Parce que c'est important quand même. Bien sûr, bien sûr, il y a toujours une incidence entre le délai et le prix, parce que mobiliser une équipe de notre agence sur quasiment un temps complet sur un projet, bah, entre guillemets, ça se paye. Et effectivement, on ne peut pas le faire comme ça pour tous nos clients. Et ça se chiffre. Maintenant, ça n'a pas non plus une grosse incidence en termes de tarifs. C'est une majoration en termes de pourcentage, mais ce n'est pas ce qui est le plus impactant au niveau du prix du site. C'est-à-dire qu'au niveau du tarif global du site, en termes de budget, vous avez quand même au moins 30% qui est tout ce qui est cadrage et gestion de projet, que le client, des fois, un petit peu dit que ça ne sert à rien, mais mine de rien, tout ce qui est cadrage, tout ce qui est intégration des contenus, ça prend énormément de temps. Et il est évident que plus un site est bien cadré, mieux il sera réalisé. Et si vous avez un produit à la fin bien réalisé, c'est en premier parce qu'il a été bien pensé. Donc en termes de répartition de budget, c'est plus sur ces ordres-là que c'est intéressant qu'en termes de délai. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question par rapport au multisite. Donc, vous avez développé d'abord le site pour Paris et après les autres sites. Je voulais savoir, puisque je suis débutant moi sur WordPress, si le thème parent était donc le thème de base du site de base et ensuite les autres des thèmes enfants pour chaque ville et s'il y avait d'autres liens à part le thème entre ces différents sites. Bah, le lien, en fait, vous avez deux types de liens. Vous avez le lien effectivement graphique et d'intégration avec le thème, et vous avez aussi le lien technique. Mais là, il se fait par rapport au site master en fait, parce que c'est lui qui va gérer l'ensemble des plugins, des fonctionnalités, qui va être réparti sur les différents sites. Après, à vous de choisir, quand vous installez un multisite, par exemple, vous installez WPML, vous n'êtes pas obligé que tous les sites qui vont dépendre de cette galaxie disposent de WPML. Vous pouvez choisir ce site-là oui, ce site-là non, ce site-là je le veux en espagnol, ce site-là je le veux en anglais. Donc en fait, c'est vraiment deux gestions séparées, la partie thème et la partie technique. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez rencontré des problèmes particuliers avec l'outil qu'ils utilisaient déjà pour leur billetterie et enfin, comment vous avez plugué l'ensemble sur WordPress et quels problèmes vous avez pu rencontrer. Alors, on a eu la chance que c'était une société qui avait mis en place des spécifications techniques, donc qui avait déjà pensé à un flux en fait qu'ils pouvaient envoyer pour que nous on puisse le récupérer. Donc c'est une gestion de flux assez classique que mon développeur aurait pu vous expliquer beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, en termes de problèmes rencontrés dans ce projet-là, on n'a pas eu de soucis plutôt techniques. On a plus eu des, on va appeler ça des soucis, mais plus des questionnements en termes d'ergonomie sur le responsive. C'est vraiment là où on a eu une vraie montée en compétences et où on avait plus sous-estimé. Au départ du projet, on a pu se dire, bon, techniquement, ça va être assez lourd, surtout dans les délais serrés. Et finalement, techniquement, c'était pas si lourd, parce que mine de rien, WordPress nous permet quand même d'avoir une base solide, notamment avec les plugins. Mais la partie qu'on a le plus sous-estimée, c'était vraiment le responsive. Pour vraiment que, ne serait-ce que la gestion des visuels sur tous les supports est une question à part entière. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Donc si je résume, donc vous avez votre site qui repose sur un WordPress, vous avez une couche WooCommerce, vous avez une dizaine de plugins, certains gratuits, d'autres payants. Et en fait, j'ai une question, je ne sais pas comment vous pourrez répondre là, mais j'aimerais savoir comment vous vous êtes préparé en interne et comment vous préparez le client à la mise à jour de cet ensemble, parce qu'elles ne sont pas forcément synchronisées. Il y a des moments où les mises à jour de l'un impactent sur le reste. Et pour avoir réalisé des projets qui reposaient comme ça sur beaucoup de briques, notamment WooCommerce qui a eu tendance dans ses évolutions à intégrer à l'intérieur d'WooCommerce des fonctions qui existaient avant sur des plugins, et donc en faisant le choix d'abandonner les plugins qui est impacté sur le thème, on se retrouvait avec une espèce de château de cartes qui au lancement fonctionne parfaitement, mais qui peut, on ne sait pas de quoi demain sera fait, poser des problèmes au moment de mise à jour, surtout quand il y a des mises à jour importantes à faire pour des failles de sécurité ou autres. Et j'aimerais savoir, c'est des moments où
client ne comprend pas forcément ce qui se passe, on le découvre nous-mêmes, il faut réagir assez vite. Donc voilà, comment vous gérez en tant qu'agence ce type de problématique? Est-ce que c'est juste sous le couvert d'un contrat de maintenance? Est-ce que vous leur en parlez d'ores et déjà? Parce que tous les arguments pour vanter les mérites de WordPress, enfin tous ici assez convaincus de la plateforme, c'est pour ça qu'on est là. Et il y a aussi, quand on commence à travailler beaucoup avec cette plateforme, on découvre un certain nombre de problématiques, soit sur la maintenance, les failles de sécurité sans cesse plus importantes, les attaques, etc., etc. Qui, voilà, sur ce type de projet où ils vont pas comprendre que le site soit inaccessible 10 minutes, voilà, j'aimerais savoir comment vous préparez à tout ça. Bien sûr, c'est une question très intéressante. Alors en fait déjà, le principe de base sur nos sites, on met en place 2 serveurs, donc le serveur de production et le serveur de pré-production. Donc c'est au minimum pour tout ce qui est tout ce qui est test de mise à jour des plugins. Donc bien sûr, on le simule en premier sur notre interface de pré-prod et après on le passe en prod. Le contrat de maintenance est très souvent aujourd'hui abordé lors de la création du site, donc en amont, tout ce qui est encadrage projet. Donc le client est déjà préparé au fait qu'il faut mettre à jour le site. Maintenant, il y a aussi une façon de le valoriser en expliquant que ça permet d'avoir les dernières technologies, ça permet d'avoir un site de plus en plus sécurisé, de disposer d'un dernier plugin. C'est toute une pédagogie à avoir. Et après, c'est vrai que nous, techniquement, c'est toute une organisation qui a pris du temps à être mise en place. Clairement, ce projet, on ne l'aurait pas fait il y a 3 ans. Parce que c'est vrai qu'en termes d'organisation d'équipe, organisation serveur, pour le e-commerce, on met un autre serveur aussi en place pour que si jamais le site principal tombe, il y en a un autre qui prenne en place avec un miroir automatique entre les 2 sites. Effectivement, c'est toute une gestion technique sur lesquelles il faut monter en compétences. Et donc, il y a 2 aspects à voir. Celle avec le client pour effectivement valoriser cette maintenance. Donc pourquoi chaque année il faut qu'il prenne un contrat de maintenance et à quoi ça correspond? Parce qu'effectivement on parle souvent des mises à jour, mais il y a aussi la suppression des révisions, tous ces petits points de détail, repasser sur toutes les pages intégrées dans Yoast et bien vérifier qu'ils ont bien mis toutes les balises. Tous ces petits points qui font partie d'une maintenance annuelle qu'on arrive à valoriser. Et c'est vrai qu'en termes d'équipe, c'est aussi poser la question du positionnement des développeurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une équipe de 7 et on a 2 développeurs. Plus on vend de sites WordPress, plus on a des contrats de maintenance. Et donc aujourd'hui, on pense très honnêtement que la solution est d'engager un développeur qui sera là uniquement pour les contrats de maintenance. Parce que ça devient... je pense que déjà l'année dernière, on était à peu près à 60-40. Je pense que cette année, on sera au moins en 50-50 en répartition de budget entre la création de sites et la maintenance. Bonjour. Bonjour. Simon de WP Nantes. J'avais une question, mais vous avez déjà commencé un peu à répondre. C'est par rapport en fait à l'hébergement de toute cette solution. Quel est l'hébergement qui a été choisi? Est-ce que c'est l'hébergement du client? Est-ce que c'est une solution autre? Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Merci. Alors, en termes d'hébergement, on travaille principalement avec 2 sociétés. Donc avec OVH et avec une autre société un peu plus solide en fonction du nombre de requêtes qu'on va avoir sur le site. OVH n'est pas présent. Bon, donc effectivement, en termes de serveur, généralement nos clients, bon après ça dépend du type de client, mais nous laissent la main sur le choix du serveur. Pour l'instant, on est sur une solution OVH, sur un serveur dédié, à ajuster en fonction aussi du nombre de visiteurs, parce que c'est vrai que là, on part de assez loin par rapport à leur ancien site qui était très mal indexé. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on va lancer ce site au mois de février, qui est la période la plus creuse. Donc ça nous laisse 3 mois pour tester les réactions du serveur, tester si en termes de SEO, on a bien tout récupéré et qu'on continue à bien remonter, vraiment peaufiner, et c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure en termes de l'eau, c'est expliquer au client que non, le 1er février, il ne va pas avoir un site qui cartonne sur son serveur et tout va être parfait, c'est qu'il va falloir y aller par étapes, d'où la période creuse. Et donc la période forte commençant au mois de juillet. Mais en termes d'hébergement, tout dépend de votre besoin, il y a plein de solutions. C'est vrai que c'est une vraie question, c'est un vrai métier. Merci. Compris. Bonjour, j'avais une question par rapport à votre workflow. En fait, vous avez dit que vous étiez parti du développement pour aller vers les maquettes, puis l'intégration. Je pense que j'ai pas été le seul à être surpris, parce qu'on n'est pas énormément, je pense, à travailler comme ça. Mais avec le recul, est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant comme manière de fonctionner, et quel retour d'expérience vous auriez par rapport à ce workflow?
Alors en fait, on n'a pas commencé avec ce projet-là à mettre en place ce type de fonctionnement. Au départ, quand on a commencé à travailler avec WordPress, on avait essayé d'appliquer la technique classique de on fait des maquettes, on les intègre et après on le met dans WordPress. Alors se pose la question de notre intégrateur qui ne connaît pas WordPress. Donc le développeur qui récupère tous les fichiers et qui l'implémente après dans son thème, c'était impossible. Donc on a testé après autrement, on fait en premier le développement et après notre intégrateur vient implanter son code. Et là tout de suite on a gagné du temps. Après pourquoi on a fait les maquettes par la suite? Parce qu'il y a quand même une contrainte à prendre en compte qui est infime sur les possibilités que laissent les plugins, sur les choix techniques qu'on fait qui ont quand même un rôle à jouer sur les maquettes. Et aussi en termes de responsive. C'est-à-dire que bien penser le site en termes de prototype, en termes de développement, à savoir que sur mobile, non, on ne pourra pas afficher la carte de cette façon-là, et donc vous l'affichez autrement. Donc on fait les maquettes après. Donc avec le recul, on ne le regrette pas, parce que ça fait quelques mois, et surtout au sein de l'équipe, tout le monde est content. On a retrouvé un travail d'équipe plus serré. Il n'y a plus la répartition de moi je suis le technique, moi je suis le PHP, moi je fais de l'HTML et on ne se parle pas. On a réussi à plus, en fait, grâce à WordPress, les faire travailler ensemble et en simultané. Oui, bonjour, merci pour ce cas d'école très intéressant. J'avais plusieurs questions, je vais faire assez vite. La première, c'était est-ce que vous avez pu automatiser facilement une migration de contenu entre SPIP et WordPress sur ce projet? La deuxième concernait plus l'aspect responsive et les tests en fait par rapport aux différents supports et navigateurs. Est-ce que vous les avez fait, vous avez anticipé et fait avec différentes langues, sachant que pour certaines langues, le texte peut être un peu plus long et peut donc modifier certains boutons ou certaines boîtes. Voilà. Et puis, la troisième, c'était sur... vous avez souligné l'importance de la stratégie de contenu. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus là-dessus? Est-ce qu'il y a un traitement des contenus qui a été fait? Est-ce que vous l'avez externalisé, internalisé? Voilà. Alors donc pour la première question, on a abandonné très rapidement l'idée de migrer les contenus de SPIP jusqu'à WordPress. La première des raisons était qu'on ne conservait pas le contenu existant. Donc tout ce qui était produit était géré par leur outil de billetterie. Ils avaient une carte interactive en Flash, donc voilà. Tout ce qui était contenu texte, effectivement, on a passé moins de temps à faire des copier-coller, à récupérer ce qui nous intéressait, mais comme globalement, environ 70% des contenus du site étaient des nouveaux contenus, on n'a pas eu cette problématique de la migration. Votre seconde question, c'était sur... Concernant les tests, oui, voilà, du responsive et des différentes langues. Alors en fait, ce sont des questions qu'on se pose en fait, en termes de prototype, où on va déjà imaginer tous les cas extrêmes, et comment vont se comporter en fait, les wireframes en fonction des devices. Et c'est ensuite qu'on va donc imaginer la partie maquette, donc la partie intégration, pour qu'on n'ait pas de surprise au moment du recettage, avec des noms en allemand, parce que c'est souvent la langue allemande la plus longue, qui nous casse la navigation. On a eu la chance sur ce premier lot, et c'est aussi pour ça qu'on l'a loti, de ne travailler qu'avec des langues latines, et l'allemand, mais surtout pas de russe et de chinois qui nous attendent d'ici quelques semaines. Donc je pense que les questions ne seront pas les mêmes. Des tests avec la langue allemande, peut-être Alors, en termes de tests, il y a aujourd'hui plein d'outils qui vous permettent de simuler les différents mobiles, les différents supports, etc. Maintenant, ce qu'on a principalement regardé, c'était les statistiques actuelles du site, parce que les statistiques sont quand même une mine d'informations à ne jamais négliger, qui nous informaient de à peu près combien de personnes venaient sur le site avec un S4, avec un iPhone. Donc, on s'est principalement concentré sur la recette sur ces supports-là, sans oublier, grâce à des outils de simulation, d'autres tests de mobile maintenant. Ce qui est étonnant pour ce site, c'est que le principal navigateur, c'est Safari. Voilà. Et un mot sur la stratégie de contenu. Excusez-moi. Donc la stratégie de contenu, avant, tout le monde devait être sur Internet, parce qu'il fallait être sur Internet. Aujourd'hui, pour se démarquer sur Internet, il faut avoir le contenu adéquat, il faut avoir le contenu que votre internaute vient chercher. Parce que des gens qui ont des sites, il y en a plein. Et si vous n'avez pas un vrai contenu qui va intéresser votre internaute, si vous n'avez pas un vrai contenu que vous allez travailler, déjà en termes de référencement, ça sera très difficile de vous positionner. Et en plus, pour captiver et pour faire revenir vos internautes, ça sera une autre histoire. Et c'est vrai que notre métier a aussi évolué dans ce sens-là.
au départ, on était plus un profil technique. Aujourd'hui, on avance plus dans effectivement le conseil, dans tout ce qui est conception, rédaction de contenu. Et c'est là où notre prestation s'arrête. Et on va faire appel soit à des rédacteurs, soit dans notre cas de Bus Open Tour, à leurs propres rédacteurs en interne. Merci. Je vous en prie. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une conférence demain sur le contenu. Oui, Cédric Bott. D'autres questions peut-être? Plus de questions? Si vous le souhaitez. Ah, ça n'arrête pas. Succès fou. Oui, bonjour. Moi, c'est juste une question sur le multisite. J'en ai entendu pas forcément du bien. Voilà, donc je voulais juste avoir votre avis sur la question parce qu'on dit que c'est quelque chose qui ralentit énormément le process, etc., etc. Voilà, je ne suis pas du tout au courant. Enfin, moi, j'ai très classique, donc un site à la fois. Mais voilà, dans l'avenir, ne sait-on jamais. Si un jour il y avait effectivement une gestion comme la vôtre, voilà, le multisite, il y a des détracteurs du multisite. Voilà, merci. Alors en fait, oui, comme dans tous les sujets, il y a toujours des détracteurs et des gens qui vont vous dire bah, ça, c'est pas efficace, ça fonctionne pas. C'est toute une histoire de maîtrise technique. La première j'ai envie de dire, obligation, c'est déjà être sûr que ça correspond à votre besoin. Si vous avez juste un site ou deux que vous n'avez pas forcément besoin de piloter en simultané, c'est pas du tout intéressant. Si aujourd'hui votre métier c'est notamment de produire des sites internet et que vos clients n'ont pas forcément accès à leur interface et que vous voulez maintenir l'ensemble de vos produits sur un seul back-office, ça peut être un peu intéressant, voire plus en fonction de votre profil. Et pour le cas que nous avions, aujourd'hui, on ne s'imaginait pas gérer les sites séparément. C'était totalement inconcevable, sachant, connaissant le client, qu'il allait nous faire des nouveaux sites assez rapidement. C'était pas du tout concevable. On n'a pas vraiment aujourd'hui d'objection négative sur le multisite. C'est vrai que c'est une autre façon d'appréhender WordPress. Maintenant, ça reste du WordPress. Donc en termes de temps de chargement, ça reste des sites WordPress, des thèmes WordPress optimisés pour que ça fonctionne correctement. Oui, je rebondis sur la question du multisite, sur aussi le choix de WMP, enfin le multilingue. Pourquoi ce plugin qui est le plus connu, mais pourquoi pas un autre? C'est normal. Alors quand on a conçu les sites, on a un petit peu réfléchi, enfin le développeur a surtout pas mal réfléchi sur comment il allait monter cette gestion multilingue. Il avait même imaginé qu'on pouvait gérer le multisite avec, le multilingue avec le multisite, donc avoir vraiment le site WordPress par langue. Mais en termes de gestion de contenu, c'était totalement impossible. Pourquoi le choix de WPML? On a testé ce premier plugin il y a, je ne sais plus sur quel projet, il y a 2 ans, il me semble. Il nous a assez plu. On a testé QTranslate, il me semble que c'est ça, et ça nous a beaucoup moins convaincus. Donc c'est pour ça qu'on a choisi WPML, parce qu'aujourd'hui il est assez complet, il permet de gérer assez facilement les traductions au sein du site. Donc je ne vois pas d'objection, à moins que vous en connaissiez un autre, peut-être mieux. Non, il est assez complet, et il est assez facile à appréhender, que ce soit en termes de technique ou non technique en fait. On va prendre une dernière question. Bonjour et bravo pour votre présentation. Je voulais vous demander par rapport à ce que vous avez aujourd'hui techniquement par rapport à ce qu'on a sur WordPress, qu'est-ce qui vous a manqué dans le projet? Vous parliez de plugins à développer. Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous vous seriez dit c'est dommage qu'on n'ait pas ça nativement par rapport à d'autres CMS peut-être qui auraient été plus puissants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez souhaité avoir aujourd'hui qui aurait été plus simple pour un gros projet comme celui-là? C'est dur comme question parce qu'aujourd'hui on fait principalement que du WordPress et tout nous paraît simple avec WordPress, donc c'est pas évident. Il n'y a pas vraiment de fonctionnalité vraiment spécifique. La gestion de la carte nous a posé pas mal de questionnements aussi, parce qu'il existe des plugins qui permettent de créer des cartes comme ça avec des points d'intérêt.
Et on s'est dit, bon, pour ce point-là, on va le développer en spécifique, comme ça on est sûr qu'il correspondra exactement à notre besoin, qui était quand même assez précis. Mais on n'a pas eu un seul moment un besoin technique qui n'était pas couvert, principalement par un plugin, parce qu'en termes de développement spécifique sur ce site, à part la gestion du flux avec WooCommerce et la carte interactive, c'est que du plugin et que du... Voilà. Merci beaucoup, Émilie. De rien. Merci à vous.